Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir de vous avoir en face et de pouvoir vous présenter quelques éléments et de discuter avec vous. Donc, je m'appelle Simon Devin, je suis ce qu'on appelle enseignant-chercheur. Donc, je travaille à l'université de Lorraine, à Metz. Et enseignant-chercheur, ça veut dire que 50% de mon activité professionnelle, c'est de faire de l'enseignement en licence et master, et 50% de mon activité, c'est de faire de la recherche. Et donc, je suis professeur des universités. Mes recherches portent sur l'écologie du stress. Donc, l'écologie du stress, c'est se poser la question de comment les différents stress de l'environnement, donc ça peut être des stress d'origine humaine ou non, vont avoir une influence sur la biodiversité, sur l'état de santé des organismes vivants et des écosystèmes. Et donc, ces stress, ça peut être les espèces invasives dont je vais parler maintenant, les contaminants, une modification de la température, etc. Et donc, ma formation, après le bac, est une formation en biologie, écologie et statistique. Donc, voilà, les trois piliers de mon travail. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu des invasions biologiques. Alors, plus particulièrement en milieu aquatique, mais au début, j'essaye d'élargir un petit peu le cadre et de définir le terme, d'expliquer un petit peu d'où viennent ces invasions biologiques, un petit peu sur leurs impacts et sur les modalités de gestion. Et puis, je finirai sur une ouverture beaucoup plus large et des questions presque philosophiques qu'on peut se poser autour de ces invasions biologiques. Donc, ça, c'était une des questions qui était posée. Qu'est-ce qu'une invasion? La définition d'une invasion, c'est l'introduction volontaire ou non d'une espèce dans un écosystème d'où elle est naturellement présente. Donc, on a des phénomènes d'invasion qui sont répétés dans beaucoup d'écosystèmes. Et on a deux phases. Une espèce devient exotique juste au moment où elle est introduite et elle se maintient naturellement dans un nouvel écosystème. Et on la qualifie d'invasive quand elle commence à proliférer et donc à avoir des densités, des effectifs qui deviennent très importants. On s'intéresse à ces invasions biologiques depuis une quarantaine d'années parce que ça commence à poser des problèmes aux activités humaines, mais le phénomène est loin d'être récent. On peut remonter très loin pour parler d'invasion et de transfert d'espèces. En général, on commence à en parler au moment de la révolution néolithique et du développement de l'agriculture un petit peu partout dans le monde. La plupart des espèces animales et végétales qu'on consomme, qu'on cultive en Europe ou partout dans le monde, ont souvent une origine exotique. Donc, les pommes viennent du Moyen-Orient. La plupart des animaux d'élevage aussi ont été introduits à partir du Moyen-Orient. Même des légumes oubliés qu'on qualifie d'oubliés et qui paraissent ultra traditionnels, type le potimarron. Le potimarron, il vient d'Amérique. Donc finalement, le fait de transporter des espèces, c'est pas récent et ça a toujours accompagné le mode de vie de l'être humain. Les espèces invasives sont souvent perçues ultra négativement. Et en fait, tout dépend en général dans cette perception des invasions biologiques du service rendu à l'être humain. Sur ces trois photos, on a des chevaux en Camargue, des Indiens des Indiens d'Amérique sur des chevaux également, et puis un cow-boy, d'un Monument Valley, toujours aux États-Unis. Si on présente ces trois photos de manière simple, il n'y en a aucune qui va choquer. Ça paraît à chaque fois très très naturel et on imagine souvent le cheval est presque devenu l'emblème du Grand Ouest américain. Pourtant, les chevaux n'existaient pas aux États-Unis ou en Amérique d'une manière générale avant l'époque des conquistadors. Et finalement, c'est avec Christophe Colomb et les suiveurs que le cheval a été introduit en Amérique du Nord. Sinon, il était présent naturellement en Europe, donc en Camargue,
Donc là, le cheval est tout à fait à sa place. Par contre, il est exotique en Amérique du Nord. Alors que voilà, c'est quelque chose qu'on n'envisage pas facilement et auquel on n'attribue pas de vision négative. On peut prendre d'autres exemples. Là, voilà, c'est une photo de carpe dans l'Allier. S'il y a des pêcheurs parmi vous, il y a peut-être des carpistes. Et donc, la carpe, voilà, c'est un représentant très classique de nos écosystèmes aquatiques. Les carpes, elles viennent toutes du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud-Est. Et elles ont toutes été introduites par les Romains. Donc, avec les premiers échanges qui se sont faits entre l'Asie et le pourtour méditerranéen, il y a la carpe qui a été introduite donc d'abord dans tout le pourtour méditerranéen, dans tout l'Empire romain. Et puis les Romains, quand ils ont colonisé la Gaule, trouvaient dommage qu'il n'y ait pas de carpe dans les rivières parce qu'ils aimaient bien manger de la carpe, donc ils l'ont introduite. Donc c'est une espèce qui est présente depuis 2000 ans à peu près dans nos cours d'eau. Et pourtant, personne ne la qualifie d'exotique. D'une manière générale, on a tendance à qualifier d'exotique toutes les espèces qui sont arrivées après l'époque colombienne. Donc finalement, toutes les espèces qui ont été introduites avant 1492 sont considérées comme autochtones dans la plupart des écosystèmes, et toutes celles qui sont arrivées après 1492 sont considérées comme exotiques. C'est une date qui a été choisi, une sorte de consensus dans la communauté scientifique. Alors pourquoi on a beaucoup d'espèces exotiques en Europe et notamment en Europe de l'Ouest? Pour comprendre le phénomène, il faut faire un petit peu de géologie et revenir un petit peu sur l'histoire climatique de notre continent. La carte que vous avez sous les yeux en ce moment, c'est le maximum glaciaire. Le dernier maximum glaciaire en Europe, les glaciations vurmiennes, donc autour de moins 20 000 ans. Et on le voit sur cette carte, le cours des fleuves n'était pas tout à fait le même. La calotte glaciaire recouvrait tout le nord de l'Europe. Et puis, sur toute la moitié nord de la France, on avait un paysage de type toundra, peu ou pas de forêt. Des cours d'eau extrêmement froids, voire gelés une partie de l'année. Ce qui fait que, suite à ces glaciations vurmiennes, une bonne partie de la faune et de la flore aquatique européenne a disparu. Beaucoup d'espèces n'ont pas résisté à ce refroidissement assez long qu'il y a eu en Europe. Et en fait, donc on a cette glaciation vurmienne et on a en Europe des zones refuges qui sont moins touchées par les glaciations, où le climat reste plus clément. C'est le pourtour méditerranéen et l'Europe de l'Est, toute la zone du Danube, de la mer Noire, de la mer Caspienne. Et donc, c'est ce qu'on a appelé des zones refuges. Une bonne partie de la faune et de la flore historique européenne s'est réfugiée dans ces zones climatiques plus clémentes à cette époque-là. Et donc, à la fin du Vurmien, quand les glaciations se sont terminées, les milieux aquatiques ont pris plus ou moins la position qu'on leur connaît aujourd'hui, mais on était face à des cours d'eau qui étaient très pauvres en faune et en flore. Il y avait très très peu d'espèces de poissons, d'invertébrés, etc., qui ont pu se maintenir suite à ces glaciations. Donc, on avait des milieux très pauvres en biodiversité, et une partie du phénomène d'invasion biologique qu'on observe en ce moment est liée justement à cette pauvreté historique. Et finalement, on a une colonisation qui se fait pour beaucoup depuis les zones refuges. Et on a énormément d'espèces exotiques envahissantes en Europe de l'Ouest qui viennent finalement du bassin de la mer Noire et de la mer Caspienne. Et donc, c'est un retour aux sources d'une certaine manière d'une ère de distribution qui existait il y a 30-40 000 ans. Pour mieux comprendre ces phénomènes, là je vous mets la carte du réseau des voies navigables européennes, donc c'est une carte de VNF qui gère ça en France. On avait, suite
aux dernières glaciations et d'un point de vue géographique, géologique, des cours d'eau en Europe qui s'écoulaient vers la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée d'une part, et puis des cours d'eau qui s'écoulaient vers la mer Noire. Et ces deux bassins versants, ces deux types de bassins versants étaient complètement déconnectés. Et puis, au XIXe siècle, le commerce fluvial s'est très, très vite développé. Et donc, il y a un certain nombre de canaux qui ont été creusés pour relier le Danube au Rhin et donc connecter l'ouest et l'est de l'Europe par voie navigable. Et en fait, c'est suite à la construction de ce canal qu'il y a eu énormément de transferts d'espèces, et les transferts se sont faits exclusivement de l'est vers l'ouest, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on avait une biodiversité très forte à l'est, plutôt faible à l'ouest, pardon, et donc il y a eu un effet de vase communicant, et donc beaucoup d'espèces qui sont venues coloniser les cours d'eau. Et donc là, en bleu, j'ai entouré la Moselle, qui est le cours d'eau sur lequel je travaille, et qui a une position centrale dans les systèmes de navigation européens qui connectent l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. 10% du trafic fluvial français passe par la Moselle. On a à Metz le premier port céréalier fluvial d'Europe. Et donc, c'est une voie de communication très importante qui explique aussi l'intensité des phénomènes d'invasion biologique. Alors, je vais passer en revue quelques exemples pour illustrer aussi un petit peu cette problématique. Ce que vous avez en face de vous, c'est une espèce exotique envahissante qui s'appelle Dracena polymorpha. C'est une moule d'eau douce qu'on trouve, donc qui est originaire du bassin de la mer Noire et de la mer Caspienne, qui est arrivée en Europe de l'Ouest à la fin du 19e siècle, 1860-1870 à peu près. Pendant une centaine d'années, cette espèce est restée assez discrète dans nos écosystèmes. On la détectait pas trop, on savait qu'elle était là, mais elle posait pas de problème. Et puis, vers les années 1960, l'espèce s'est mise à proliférer et à atteindre des densités exceptionnelles, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'individus par mètre carré. Donc, ça constitue une biomasse très, très forte. Ça c'est un caillou recouvert de dracène. On voit à travers la taille du crayon que c'est un organisme assez petit, il fait entre 1 et 3 cm à l'âge adulte. Et c'est comme toutes les moules, c'est une espèce qui vit fixée sur des rochers. Le fait qu'il y ait des fortes densités pose pour les milieux naturels un petit problème. C'est des organismes filtreurs, donc ils vont filtrer tout ce qui se trouve dans la colonne d'eau et le déposer sur le fond des cours d'eau. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des eaux très claires, assez peu de nourriture pour les poissons dans ces milieux-là, et donc on a une modification du fonctionnement des milieux. Mais au-delà de cet impact écologique, on a des conséquences économiques. Là, vous voyez une plage sur un site de baignade avec des coquilles de dracène mortes. Et ces coquilles de dracène mortes sont coupantes. Donc, c'est des sites qui deviennent impropres à la baignade puisque les baigneurs qui se baladent pieds nus dessus risquent de se retrouver avec plein de coupures sous les pieds. Donc, sur toutes les activités récréatives, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Et puis, sur cette photo-là, vous voyez un tuyau qui a été complètement bouché par des dracènes qui se sont fixés, qui se sont développés à l'intérieur de ce tuyau. Et donc ça, c'est peut-être la raison pour laquelle on s'est autant focalisé sur cette espèce, c'est qu'elle a posé d'importants problèmes économiques, puisque en bouchant toutes les canalisations, elle a mis en péril tous les systèmes humains qui exploitaient directement l'eau du milieu. Donc toutes les centrales nucléaires, par exemple, ont des gros problèmes de colmatage de leur conduite d'arrivée d'eau pour refroidir les réacteurs nucléaires. Un petit problème quand même. Les centres de production d'eau potable peuvent avoir des soucis aussi avec les arrivées d'eau qui sont colmatées. Donc on a un problème économique, écologique
sanitaires aussi potentiellement, avec le problème des coupures par exemple, liées à cette espèce exotique envahissante. C'est un problème en Europe, c'est aussi un problème en Amérique du Nord, et c'est une espèce qui a énormément de succès dans tous les milieux où elle arrive. Alors, il y avait une question qui portait sur la dynamique un petit peu de ces espèces exotiques. La Dressène, comme je vous l'ai dit, est arrivée en 1860. Elle a mis une centaine d'années avant de se mettre à proliférer vraiment. Cette prolifération, on l'a vu dans le nord de l'Europe jusqu'à l'année 2003. Et en 2003, il y a eu une canicule. Beaucoup d'organismes sont morts à cause de cette canicule. Et depuis, on n'observe pas de retour à une invasion réelle. L'espèce est toujours présente, mais ne pose plus de problème en Europe du Nord. Par contre, aux États-Unis, c'est toujours un problème. Et puis, il y a des zones qui étaient épargnées jusque-là, la Garonne par exemple, qui commencent à avoir des problèmes de prolifération de Dressène qu'ils n'avaient jamais connus jusque maintenant. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe et qu'on n'arrive pas encore bien à comprendre. Une espèce exotique, quand elle arrive dans un nouvel écosystème, va bouleverser toutes les interactions entre êtres vivants qui existaient jusque-là. Et on ne comprend pas toujours bien l'ampleur de ces modifications et on a du mal à envisager jusqu'où ça peut aller en termes de conséquences. Donc ça, je vais illustrer avec un petit exemple assez étonnant qui vient d'Amérique du Nord. Donc en Amérique du Nord, ils ont observé, sur le début du XXIe siècle, une baisse importante de la population de wapiti. Donc voilà, cet ongulé, dans le parc du Yellowstone, donc un très grand parc naturel très connu aux États-Unis. Donc ces wapitis étaient en déclin. Ça embêtait beaucoup les écologues d'une manière générale, mais ça embêtait beaucoup les chasseurs aussi, puisqu'ils avaient l'habitude de chasser du wapiti, ils n'en trouvaient quasiment plus. Alors, ici, voilà, on voit une publicité financée par les chasseurs, un déclin de 80% des wapitis dans le Yellowstone, les chasseurs s'en inquiétaient, et ce déclin a été attribué dans un premier temps aux loups. Victime coupable assez facile à chaque fois pour nos sociétés. Et en fait, il y a une relation ici entre le déclin du wapiti et l'augmentation de la population de loups dans le Yellowstone. Donc ça, c'était la première évidence qui a sauté aux yeux de tout le monde. Le loup augmente, le wapiti décline. Il y a un lien de cause à effet qui paraît assez logique. Et pourtant, ce lien de cause à effet, il a été démonté assez rapidement, parce que dans d'autres secteurs où le wapiti déclinait, il n'y avait pas de loup. Et puis dans des secteurs où le loup avait des effectifs importants, il n'y avait aucun impact sur le wapiti. Donc, a priori, le loup n'est pas le principal responsable. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans les lacs du Yellowstone, il y avait une espèce, Oncorhynchus clarki, donc la truite fardée du Yellowstone, qui a été remplacée par une espèce exotique, l'omble du Canada, Salvenus nemicus. Donc, il y a l'omble du Canada qui a été introduite dans les eaux du Yellowstone par les pêcheurs, parce que l'espèce est plus grosse, plus intéressante d'un point de vue pêche sportive. Donc, introduction de cette espèce. Et elle est rentrée en compétition avec la truite fardée du Yellowstone, et elle a éliminé la truite fardée du Yellowstone qu'on ne trouve quasiment plus dans ce secteur-là. Et en fait, c'est cette introduction de l'omble du Canada qui provoque le déclin du wapiti, puisque l'omble du Canada est une espèce benthique, donc qui vit sur le fond des lacs, alors que la truite fardée est une espèce qui vit plutôt près de la surface. Et ça a un impact essentiel sur un autre acteur des relations proie-prédateur dans le Yellowstone, l'ours. Parce que l'ours, il est capable de pêcher les poissons qui sont en surface, mais il n'est pas capable de pêcher l'omble du Canada. Donc, en éliminant la truite fardée, on élimine la ressource alimentaire de l'ours, qui du coup, pour continuer à se développer et à s'alimenter, reporte sa pression de prédation sur le wapiti. Donc, c'est pas le loup, mais c'est l'ours
qui provoque le déclin du wapiti, et l'ours provoque le déclin du wapiti parce qu'on l'a privé de sa nourriture en introduisant une espèce exotique. Donc voilà, une cascade d'interactions pas forcément facile à comprendre, qui nécessite d'avoir une vision très globale du système. Et puis une autre question qui se pose très régulièrement autour des espèces exotiques envahissantes, c'est la question de leur éradication. Donc ça, c'est la position très majoritaire au niveau des gestionnaires, au niveau du grand public aussi. Une espèce exotique est exotique, donc n'a théoriquement rien à faire là. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est l'éliminer, souvent par tous les moyens possibles et imaginables. Alors, effectivement, dans certains cas, cette élimination des espèces exotiques, c'est la meilleure solution. Mais c'est pas aussi simple et on peut pas avoir une vision aussi binaire que ça. Et l'éradication d'une espèce exotique peut être complexe et nécessite en tout cas de se poser énormément de questions sur l'écosystème, encore une fois, et d'avoir une vision à travers toutes les interactions qui existent dans un milieu naturel. Donc, deux petits exemples. Ici, une île du Pacifique Sud, World Heritage Island, sur laquelle on trouve deux des plus terribles espèces invasives du monde. J'ai parlé de la dressing tout à l'heure pour le milieu aquatique, mais d'une manière générale, l'espèce exotique envahissante la plus dommageable pour les milieux naturels, c'est le chat. Le chat a été introduit à peu près partout par les marins. Il y avait des chats à bord des bateaux pour éliminer les rats. Et donc, à chaque fois qu'un bateau accostait, des chats s'enfuyaient du bateau et colonisaient un milieu. Si on regarde le paysage de cette île, c'est un paysage assez aride. Il n'y a pas d'arbres. S'il n'y a pas d'arbres, ça veut dire que tous les oiseaux qui vivent sur cette île sont des oiseaux qui nichent au sol. Et donc, pour un chat, des oiseaux qui nichent au sol, c'est du pur bonheur parce qu'il n'y a quasiment pas d'effort à faire pour attraper leurs œufs, leurs petits, voire les adultes. Donc, les chats ont provoqué énormément de dégâts. Et puis, une autre espèce exotique assez terrible, c'est le lapin. Il dévore tout ce qui est végétation et qui a tendance à se reproduire comme des lapins. L'expression n'existe pas pour rien. Donc, sur cette île, ils avaient deux espèces exotiques, le chat et le lapin. Et donc, ils se sont dit, on va régler le problème. On va éliminer le lapin. Donc, pour éliminer le lapin, ils ont introduit le virus de la myxomatose sur l'île. Donc, ils l'ont introduit en 1978. Ils ont fait plusieurs campagnes d'introduction du virus. Et puis, ça a marché. Et puis, une dizaine d'années après, dans les années 90, il n'y avait quasiment plus de lapins. Là, on était passé de 120 fois 1000, de 120 à 10, 20. Donc, on avait réduit d'un facteur 6 à 7 l'abondance de lapins. Donc, ils se sont dit, on s'est débarrassé du lapin, c'est bon, on va pouvoir maintenant se débarrasser du chat. Et donc, ils ont éliminé tous les petits chats sur l'île. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, une fois que le dernier chat a été éliminé, les effectifs de lapins les lapins se sont de nouveau multipliés. En fait, le chat contrôlait le lapin, et donc il aurait fallu maintenir un petit peu de chat pour contrôler les lapins et pour essayer de maintenir un équilibre entre les deux espèces exotiques. Là, ici, on voit la faune en 2001 et 2007, la flore en 2001 et 2007. Donc, juste au moment où on élimine le dernier chat, et puis quelques années après, quand les lapins ont recommencé à proliférer. Et donc, on voit un changement de végétation sur l'île très important. Et en fait, le fait d'éliminer le chat a permis aux lapins de se multiplier. Les lapins ont mangé énormément de végétation et se sont attaqués en premier lieu à la végétation endémique, donc spécifique à l'île. Et finalement, toutes les espèces un petit peu particulières qu'on avait sur cette île ont disparu. On se retrouve plus qu'avec une flore extrêmement homogène et des espèces qu'on retrouve partout dans le monde. Donc, le fait de vouloir gérer et éliminer deux espèces exotiques
a conduit finalement à la destruction de l'écosystème sur cette île. Donc, c'était pas forcément bien géré. Et puis, un autre exemple, donc aux États-Unis, Cape Cod, donc une bande de terre, un lagon sur la côte, ça doit être sur la côte est, avec lieu de villégiature pour beaucoup de personnes fortunées, donc des milieux qui sont plutôt très jolis. Et à Cape Cod, il y a une espèce exotique qui a été introduite, le crabe vert ou le crabe enragé, Carcinus meanas, qui est une espèce européenne. Pour le coup, on ne fait pas que recevoir des espèces exotiques, on en envoie aussi à d'autres endroits dans le monde. Et donc, il y a ce crabe vert qui a été importé aux États-Unis et qui s'est multiplié. Ce crabe vert est un prédateur de Césarma reticulatum, qu'on appelle le crabe violet des marécages, qui est une espèce autochtone à Cape Cod. Donc, le premier réflexe, c'est de se dire, attention, le crabe vert est en train d'éliminer le crabe violet, les effectifs de crabe violet diminuent, donc il faut éliminer le crabe vert. Le problème, c'est que l'être humain ne fait pas que introduire des espèces exotiques, il a aussi des activités de surpêche, de surexploitation des milieux naturels, de contamination des milieux naturels. À Cape Cod, on a un écosystème très particulier, les prés-salés à Spartina alterniflora. Donc des prés-salés qui hébergent une flore et une faune extrêmement diversifiées. Donc il faut essayer de maintenir à tout prix. Le crabe violet des marécages, ces prédateurs ont été éliminés par la surpêche. Donc finalement, cette espèce n'est plus régulée du tout. Elle se multiplie et elle consomme Spartina. Ce qui fait que on se retrouve avec des prés-salés qui, au lieu de ressembler à ça, vont ressembler à ça, donc des milieux où il y a quasiment plus de flore, il n'y a plus de racines, donc à chaque marée, toute la terre est lessivée, donc il y a une destruction complète de l'écosystème en cours. Et donc finalement, on est dans un système où le crabe violet a un effet négatif sur l'écosystème naturel, le crabe vert a un effet négatif sur le crabe violet, donc l'introduction du crabe vert a un effet positif sur l'écosystème. Donc, encore une fois, ici, on a une espèce exotique, certes, mais il ne faut pas forcément avoir une vision trop simpliste du milieu, et en intégrant toutes les interactions qui existent entre les espèces, finalement, l'introduction de cette espèce est peut-être un moindre mal par rapport à tous les autres dommages qu'on a déjà occasionnés à l'écosystème, et donc notamment la surpêche et l'élimination des prédateurs naturels du crabe violet. Mais voilà, il faut prendre en compte toutes les pressions simultanément, tous les stress simultanément, et repositionner les espèces exotiques envahissantes parmi l'ensemble des pressions qui existent sur les milieux naturels. Donc, on a une question écologique, économique avec les espèces exotiques envahissantes, mais aussi éthique. Ça a été montré, le vocabulaire qu'on utilise pour qualifier les espèces exotiques envahissantes et tous ces phénomènes d'invasion biologique, c'est le même champ lexical qu'on retrouve dans tous les écrits xénophobes. Donc, il y a un vrai vocabulaire xénophobe qui est utilisé pour qualifier les espèces exotiques envahissantes et les conséquences des effets des espèces exotiques envahissantes. Le premier réflexe est toujours l'élimination, alors qu'on l'a vu à travers les deux derniers exemples, c'est pas forcément la meilleure solution et ça demande énormément d'études, de réflexion avant de se dire est-ce qu'il vaut mieux éliminer ou pas une espèce exotique. Ce réflexe d'élimination découle aussi d'une vision très fixiste des écosystèmes. Les espèces présentes à un instant T, c'est celle-là, et on n'en accepte aucune autre de plus. Alors que nos écosystèmes ont toujours évolué, sont dynamiques. Les espèces présentes à une époque ont disparu pour certaines, de manière tout à fait naturelle. D'autres apparaissent, d'autres arrivent, et c'est un peu plus complexe que ça. La Dressen dont je vous parlais tout à l'heure est considérée comme une espèce exotique. Elle est arrivée il y a un peu plus d'une centaine d'années en Europe.
Mais on a trouvé aussi des preuves fossiles de sa présence en Europe avant les glaciations durmiennes. Donc, est-ce que c'est une espèce exotique ou est-ce que c'est une recolonisation de son aire de distribution d'origine? Voilà, c'est des questions qu'on devrait se poser systématiquement. On manque d'un point de vue global centré sur l'habitat. Donc, au lieu d'éliminer une espèce, il faut plutôt se demander est-ce que l'écosystème va bien ou pas avec cette espèce exotique envahissante. Et puis, il y a aussi des questions toutes bêtes de respect de la vie. Les espèces exotiques envahissantes n'ont pas demandé à être exotiques envahissantes. On les a introduites. Et donc, on peut se poser la question d'un point de vue éthique, est-ce qu'on doit les éliminer? Voilà, c'est des êtres vivants. Et est-ce que l'éradication est forcément la solution la plus éthique qu'on doit mettre en place? Mais est-ce que la mondialisation, ça a favorisé la diffusion de ces espèces envahissantes? Alors oui, très nettement, c'est directement lié à l'intensité des échanges commerciaux. La plupart des espèces exotiques, en fait, sont introduites par des échanges commerciaux, la plupart du temps en tant que passagers clandestins. La moule, par exemple, dont je parlais, se fixe sur les coquilles des bateaux et donc va pondre des œufs sur tout le trajet du bateau. Les bateaux pour traverser les océans se chargent en eau de ballast pour se lester et en fait prennent ces eaux de ballast dans le port de départ et les relâchent dans le port d'arrivée. Et donc du coup, dans les eaux de ballast, il y a plein d'espèces exotiques. Et puis on va en trouver l'industrie du pneu rechappé. C'est assez peu connu. Il y a beaucoup de pneus qui sont envoyés pour être rechappés, donc leur donner un petit coup de jeune en Afrique. Et en fait, dans ces pneus, quand on pose un pneu à plat, il y a toujours un petit peu d'eau stagnante dans un coin. Et en fait, c'est par ce biais-là qu'on a pas mal d'espèces de moustiques. Le moustique tigre est arrivé par ce biais-là en Europe. Donc, c'est lié à la mondialisation et on appelle ça souvent les espèces exotiques envahissantes, la McDonaldisation de la biosphère, puisqu'on retrouve de plus en plus les mêmes espèces partout. Donc, au lieu d'avoir des espèces vraiment différentes et particulières dans chaque continent, on retrouve la même chose partout. Du coup, en fait, j'aimerais savoir, parce que si je reprends l'exemple du crabe vert et du crabe rose, violet, oui, pardon. Je suis arrivé en cours de route, donc je n'ai pas tout suivi non plus. Donc, si on reprend cet exemple-là, si on observe qu'un animal exotique peut avoir un effet positif sur l'écosystème, est-ce qu'on recommande l'introduction de l'espèce ou faut vraiment que ce soit un accident pour qu'on puisse ensuite gérer l'invasion? On ne va jamais introduire volontairement une espèce parce que on peut supposer que certaines interactions vont se mettre en place, mais on ne sait jamais en fait comment le système va réagir réellement à l'introduction d'une nouvelle espèce. Donc c'est un risque qu'on préfère ne pas prendre. On l'a fait par le passé. Pardon. Alors, je suis en train de réfléchir à un exemple. En lutte biologique, par exemple, on a introduit la coccinelle asiatique qu'on trouve en France maintenant. Elle a été introduite pour faire de la lutte biologique. Et puis, en fait, c'est sorti finalement de sa fonction d'origine. Et puis maintenant, cette espèce est en compétition avec la coccinelle locale. Donc, même si l'intention de départ est bonne, on ne sait jamais ce qui va se passer à long terme. Donc, on ne fait jamais ça volontairement, ou en tout cas, on ne le fait plus. Ça a été fait jusqu'aux années 80, mais maintenant, c'est fortement décommandé. Et il y a toute une réglementation européenne sur les espèces qu'on a le droit de transporter ou pas. Il y a un gros problème lié aux animaleries. Voilà, une espèce dont je n'ai pas parlé, mais une espèce exotique envahissante très connue, c'est la tortue de Floride, qui a été énormément vendue en animalerie. Et puis, c'était sympa quand c'était tout petit, et puis quand ça devenait plus gros ou quand les enfants se lassaient, et ben la tortue de Floride, on allait la mettre dehors dans un étang au bord d'un cours d'eau. Et elle s'est très bien acclimatée au climat européen. Et donc, elle est maintenant en compétition avec une espèce de tortue autochtone, la cistude d'Europe.
qui est du coup menacée d'extinction. Donc, voilà, on introduit des espèces pour l'ornementation, pour la lutte biologique, et ça nous échappe toujours, en fait. Donc, du coup, on préfère dire on n'introduit rien du tout. Si par accident, il y en a une qui arrive, on regarde ce qui se passe, mais on ne fait rien de volontaire. Ben moi, je vais poser une question que j'ai trouvée dans les questions envoyées par Neufchâteau. Est-ce que les espèces invasives ont des caractéristiques particulières? Alors, ça fait pareil une vingtaine d'années qu'on se casse le nez dessus. Il y a certaines caractéristiques qu'on pense avoir identifiées. C'est la capacité à tolérer une gamme de conditions environnementales très large. Donc finalement, cette capacité à être assez indifférente de la qualité de son milieu. C'est ce qui leur permet d'arriver dans des milieux relativement pollués. Donc ça, c'est une première caractéristique. Et une deuxième caractéristique, c'est une reproduction très rapide, une capacité à produire énormément de juvéniles à chaque génération. Donc c'est une stratégie en démographie d'espèces colonisatrices. Donc ça, c'est les deux principales caractéristiques. Après, il y a d'autres caractéristiques qui ont été explorées sur la taille, sur certaines caractéristiques physiologiques particulières, etc. Et en fait, il n'y a jamais rien de vraiment universel qui a été montré. Donc, on a réussi à montrer chez les crustacés qu'il y avait quelques traits communs, mais qui ne sont pas les mêmes que sur les mollusques, qui ne sont pas les mêmes que sur les poissons. Donc là, on manque encore d'image globale sur le sujet. Et quelque chose sur lequel je toque, en fait, le crabe vert, il avait été bénéfique en chassant le crabe violet. Oui, c'est ce que je voulais mettre en évidence. En fait, une espèce exotique peut être, dans certaines situations, bénéfique à l'écosystème, mais voilà, faut avoir une vision écosystème et non pas juste une vision centrée sur l'espèce. Là, on a un cas d'une espèce exotique qui a été bénéfique. Oui. Et il y a plusieurs autres exemples où finalement les espèces exotiques se sont rajoutées au système, ont augmenté la diversité et n'ont pas éliminé d'autres espèces. Et donc finalement, voilà, on n'a pas toujours des conséquences négatives. Les batraciens sont-ils particulièrement touchés par ces invasions biologiques? Alors, il y a relativement peu d'espèces de batraciens exotiques. Par contre, les batraciens, d'une manière générale, sont des espèces qui sont assez fragiles, menacées par pas mal d'autres pressions. Et donc, quand il y a une espèce exotique qui arrive, les conséquences sont assez fortes. Là, on a par exemple en Lorraine, dans le Grand Est, même d'une manière plus générale, le sonneur à ventre de feu, qui est une espèce exotique et qui est partout où il arrive, qui élimine assez rapidement le sonneur à ventre jaune, qui est une espèce autochtone. Mais il n'y a pas beaucoup d'espèces. Par contre, quand il y en a, elles ont des effets assez importants. Est-ce que l'humain, c'est une espèce exotique envahissante? C'est une question qu'on se pose parce qu'en fait, sur toutes les caractéristiques, il y a le côté proliférant, dommage à l'écosystème, donc qui sont des caractéristiques d'espèces exotiques envahissantes. Par contre, le côté exotique est pas reconnu puisque l'humain n'a pas été introduit par une autre espèce, mais s'est introduit tout seul et a développé ses propres moyens de s'introduire dans des nouveaux écosystèmes. Donc c'est une espèce proliférante dans les termes écologiques classiques, mais qui n'est pas exotique. Est-ce que les sciures, ça pose un vrai problème dans le Rhin et dans le Rhône? Ça pose, ça modifie en fait
la position des autres prédateurs, c'est-à-dire que voilà, le brochet, par exemple, qui était au sommet des chaînes alimentaires, ben, n'y est plus forcément parce que le silure prend sa place. Mais après, il n'y a pas forcément de modification majeure, ou en tout cas le silure n'est pas le seul acteur. En plus, il est présent quand même depuis suffisamment longtemps pour se dire que les modifications que le silure a entraînées sur la faune aquatique se sont déjà produites. Donc finalement, encore une fois, il y a peut-être plus de retour en arrière possible parce que cet état d'origine n'existe plus. Et il ne faut pas essayer forcément de le reproduire. Donc le silure peut poser des problèmes quand il devient vraiment envahissant, mais voilà, à ma connaissance, il n'y a pas de conséquences majeures sur tout l'écosystème. Même après, en termes, alors si on prend une autre espèce, le goby par exemple, qui est une autre espèce de poisson exotique, donc voilà, qui est beaucoup plus petite. Le goby, quand il arrive dans un milieu, faire aller tous les pêcheurs parce qu'il ne pêche plus que du goby, il atteint des densités très très fortes. Et puis quelques années après, finalement, les gobies sont vus d'un œil un peu plus bénéfique parce qu'en proliférant, ils ont fourni une ressource alimentaire extrêmement importante aux carnassiers. Et donc, on retrouve du coup des cendres, des brochets qui sont plus importants en biomasse, qui sont plus grands, plus nombreux. Et donc, il y a plus de ressources alimentaires, il y a plus de prédateurs. Et donc, finalement, au bout de quelques années, on se dit, c'était peut-être pas si grave, en tout cas, où il y a des mécanismes de régulation qui se mettent en place. Mais beaucoup de ces dynamiques sont sur plusieurs années. Donc, si on peut éliminer l'espèce dès qu'elle arrive, quand elle n'a pas encore proliféré, c'est bien. Mais après, souvent, il faut juste se contenter d'observer les conséquences et de bien faire la part des choses pour les dégâts qui sont directement causés par une espèce exotique ou ceux qui peuvent être causés par d'autres facteurs. Est-ce qu'une espèce exotique est forcément une espèce envahissante? Non, on a des espèces exotiques qui s'introduisent dans les milieux naturels, mais qui vont être présentes avec quelques individus. Donc il y a des espèces exotiques que moi j'observe à chaque fois que je vais sur le terrain, mais il y a 5-6 individus dans mes relevés, pas plus. Donc voilà, c'est pas un problème. Et du coup, certaines espèces exotiques envahissantes, passées certains stades d'invasion, redeviennent de simples espèces exotiques et perdent ce caractère envahissant aussi avec le temps. À propos de la Moselle, et en attendant une autre question, dans le bassin de la Moselle, il y a beaucoup de balsamines de l'Himalaya. D'où vient-elle et quelle est la situation actuellement? Alors, sur le végétal, je ne suis pas très calé. Donc, elle vient d'Asie du Sud-Est. La balsamine de l'Himalaya préoccupe beaucoup parce qu'il y a des impacts sanitaires, pour le coup, qui sont très forts. Il ne faut surtout pas essayer de l'éradiquer soi-même à la main, parce qu'elle peut provoquer, il y a une réaction chimique qui se fait entre la sève de la balsamine de l'Himalaya. Non, c'est la perche du Caucase, je confonds. Oui, donc non, balsamine de l'Himalaya, pardon, je suis sec, là, j'ai rien à dire dessus. Il y avait une question moi, que j'ai relevée dans le listing, c'est pourquoi ce sont les milieux aquatiques d'eau douce qui sont les plus touchés parmi celles auxquelles on n'a pas répondu. Alors les milieux aquatiques d'eau douce ou marins en fait sont plus touchés que les milieux terrestres parce qu'en fait les milieux terrestres finalement ont été remaniés de manière beaucoup plus régulière depuis beaucoup plus longtemps. Et finalement la faune et la flore terrestre a des moyens de déplacement beaucoup plus importants. Je vous ai parlé tout à l'heure de la révolution néolithique. Et donc, il y a des espèces exotiques qui sont là depuis tellement longtemps qu'on ne s'en rend plus compte.
Et donc, le phénomène est sûrement aussi important en milieu terrestre qu'en milieu aquatique, mais on a finalement moins de recul sur ce qui est exotique vraiment en milieu terrestre. Et puis, ça vient aussi notre difficulté à vraiment établir ce point zéro, cette date de début des introductions pour les milieux terrestres. Voilà, après les glaciations urmiennes, les milieux terrestres ont été recolonisés par la faune et la flore beaucoup plus rapidement que les milieux aquatiques. Il n'y avait pas de barrière. Quels moyens existe-t-il pour contenir ces invasions biologiques ou les limiter? Alors, c'est une question à laquelle je vais avoir du mal à répondre et qu'on a du mal à y répondre. Pour essayer d'expliquer les invasions, pourquoi une espèce devient invasive, pourquoi une autre ne l'est pas, pourquoi un écosystème est envahi, pourquoi l'autre ne l'est pas. On a des dizaines de théories et en fait, on a du mal à en valider une plus que les autres. Il y a par contre un élément qui est quasiment certain. Si les écosystèmes sont en bonne santé, donc pas pollués, pas modifiés ou le moins modifiés possible, ils sont beaucoup plus résistants à l'arrivée de nouvelles espèces, beaucoup moins perméables. Un exemple qu'on peut prendre, le Rhin a été envahi énormément par beaucoup d'espèces. Suite, alors c'est un événement assez lointain, dans les années 80 ou un petit peu avant, je ne sais plus exactement, il y a des usines chimiques à Bâle, donc très en amont du Rhin, qui ont brûlé. Et les pompiers, pour éteindre l'incendie, ont arrosé l'usine et toutes les eaux sont tombées dans le Rhin. Et donc, il y a eu une pollution massive du Rhin. Et en fait, quasiment tous les organismes vivants du Rhin sont morts à ce moment-là. Donc, on était sur un cours d'eau, il n'y avait quasiment plus rien de vivant. Et donc là, on a plein d'espèces exotiques qui sont arrivées. Donc, plus un écosystème est diversifié, plus il est en bon état, moins il y aura d'espèces exotiques, ça c'est sûr. Du coup, pour les dressènes, est-ce que ça serait pas mieux, par exemple, une solution, on va dire, temporaire, c'est-à-dire un désherbage avec certaines machines, plutôt que d'utiliser des produits? Alors, la dressène, c'est une moule, donc pour l'enlever manuellement, c'est extrêmement compliqué. Il faudrait aller gratter chaque rocher. Donc pour le moment, les solutions envisagées, c'est des produits chimiques, ou alors, et donc là, ça c'est des études qui sont menées, c'est modifier les matériaux des conduites pour les faire dans un matériau sur lequel la moule ne peut pas s'attacher. Et par contre, tu parlais peut-être, voilà, avec toutes les espèces que j'ai citées, de la myriophylle, donc là qui est une plante invasive. Effectivement, il y a deux stratégies, l'arrachage ou les produits chimiques. L'arrachage est une méthode qui est peut-être plus douce, en tout cas qui est pas chimique, donc qui peut paraître moins impactante sur l'écosystème. Mais en fait, l'arrachage, c'est des gros bateaux avec des herses qui vont racler le fond et qui vont essayer de tout récupérer. Donc, c'est pas sélectif du tout. Donc, finalement, on enlève toute la flore. Donc, ça peut être un problème. Et puis, souvent, en fait, le principal problème de l'arrachage, c'est que ça hache aussi le végétal en plein de petits morceaux. Et chaque petit morceau de cette plante peut aller constituer une nouvelle plante. Et donc, l'arrachage mal fait favorise finalement la dispersion de l'espèce. Par contre, il y a des nouvelles techniques d'arrachage qui sont mises au point qui, elles, sont beaucoup plus efficaces et ne favorisent pas cette prolifération. Par contre, c'est des coûts qui sont de plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour VNF. Donc, déverser un produit chimique, ça va être quelques centaines de milliers d'euros. Donc, voilà, le calcul est vite fait pour l'exploitant de ces milieux-là. Mais si sur l'île, par exemple, il y avait eu des arbres, les chats, ils seraient morts parce qu'ils n'auraient pas pu manger. Alors, ils ne seraient pas morts, mais ils ne seraient pas devenus prolifiques finalement. Ils n'auraient pas eu assez d'énergie pour se reproduire en masse. Donc c'est plus ça qui a provoqué
a provoqué l'invasion, enfin la prolifération. Donc elle aurait pu rester exotique, mais avec de faibles effectifs. Et là, c'est le fait de lui fournir sur un plateau toutes ces ressources qui lui a donné son côté envahissant. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, à part l'éradication et juste le fait de laisser les espèces envahissantes, du coup, de gérer ces envahissements et ces invasions? Alors, il y a plusieurs recherches qui sont menées pour essayer de les contrôler, de les maintenir à des effectifs non dérangeants, en fait. C'est-à-dire que l'élimination, sur beaucoup de milieux, on a abandonné cette idée complètement parce que c'est trop complexe. Donc maintenant, la nouvelle doctrine, c'est plutôt d'essayer de se dire, essayons de les gérer pour qu'elles restent à des densités faibles. Elles sont exotiques, elles sont là, bon, bah, c'est pas grave, mais on va essayer qu'elles posent pas de problème. Et donc, pour faire ça, il y a d'un côté des outils de lutte chimique. Là, en ce moment, il y a des projets qui sont menés avec Voies navigables de France. Les canaux sont envahis par une plante qu'on appelle la myriophile hétérophile, qui forme des tapis tellement denses qu'en fait, les bateaux ne peuvent plus passer. Ils sont coincés, c'est comme s'ils se déplaçaient quasiment sur Terre. Donc, VNF essaye de contrôler cette prolifération. Soit ils envoient des bateaux pour tout arracher régulièrement, ou alors ils essayent de mettre du colorant dans l'eau pour bloquer la photosynthèse. Enfin, ils essayent plein de trucs. Pour le moment, il n'y a rien qui marche. Et ce qu'on essaye de voir, nous, en parallèle, c'est est-ce que en jouant sur l'écosystème, en restaurant finalement l'écosystème, on pourrait aussi avoir des résultats. Donc, c'est ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature. Et donc, on essaye de voir si l'amélioration de l'état du milieu permet une régulation des espèces exotiques. Donc, je suis enseignant-chercheur. Ça veut dire que je donne des cours donc à des étudiants de licence et master essentiellement. Et puis, l'autre moitié du temps, donc, je fais de la recherche, c'est-à-dire que on écrit des projets de recherche. On dit, voilà, j'ai envie de travailler là-dessus, d'essayer de comprendre tel mécanisme. On soumet ce projet de recherche à différents organismes de financement. Et puis, quand le truc est bien écrit, qu'il intéresse les financeurs, on obtient des fonds pour travailler sur un sujet. Donc, moi, en ce moment, par exemple, je travaille sur, je l'évoquais tout à l'heure, la myriophile et trouver des solutions pour réguler cette espèce, sur les espèces invasives dans la Moselle pour essayer de comprendre comment fonctionne la Moselle qui est hyper envahie par plein d'espèces, quels sont les mécanismes de régulation qui se mettent en place. Et puis à côté de ça, je travaille aussi beaucoup sur l'impact des polluants sur l'état de santé des organismes. Et donc, voilà, mon temps se partage entre ces deux activités et ces deux activités se nourrissent aussi mutuellement. Et donc, juste pour arriver à ce type de métier, le cursus, après le bac, c'est licence master à l'université ou des équivalents en école, et après un doctorat. Et après le doctorat, on peut postuler sur des fonctions d'enseignant-chercheur. Quelles sont, d'après vous, les qualités nécessaires pour être chercheur? La patience. Faut des capacités de travail assez importantes, hein, parce que c'est assez prenant comme métier. Patience, curiosité. Faut aussi être pas mal multifonction, c'est-à-dire que quand on est chercheur, on n'est pas monotâche, mais on peut. Moi, je fais du terrain, je fais de l'analyse de données. D'autres collègues font du labo, mais voilà, on est tout le temps sur plein de missions différentes. Et puis un des éléments qui est très important, mais voilà, je pense que vos enseignants seront d'accord avec moi et ça devient un critère de plus en plus important, c'est les capacités rédactionnelles. Il faut savoir écrire correctement, sans faute. Et moi, c'est ce que je dis à tous mes étudiants aussi, c'est devenu le premier critère d'employabilité.
dans les études supérieures. Les recruteurs de plus en plus regardent si un document est correctement écrit ou pas avant de regarder les compétences. Donc, savoir s'exprimer correctement à l'écrit, à l'oral, être capable d'interaction avec beaucoup de monde et parler anglais aussi. C'est la langue de la recherche, c'est l'anglais. Surtout en recherche scientifique, des recherches en sciences humaines peuvent se faire un peu plus en français, mais en sciences biologiques, c'est l'anglais. Donc voilà, c'est un peu les principales qualités, je dirais, à mettre en avant. Que ce soit sur les invasions comme sur tous les autres sujets scientifiques, toujours essayer d'avoir une vision globale. Ça c'est très important. Prendre de la hauteur de vue et voilà, toujours se poser la question est-ce que les effets sont positifs, négatifs, et voilà, prendre du recul par rapport à l'information. Ça c'est toujours important et pas partir sur ce qui a priori est toujours le plus simple, éliminer une espèce exotique, mais vraiment se poser la question du rôle de chaque espèce dans un écosystème. Et c'est beaucoup plus complexe, mais c'est le seul moyen de comprendre aussi un petit peu tout ça.